Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. Cette semaine, un spécial Niger. Le dossier du jour sera consacré à la chefferie traditionnelle. Et au sommaire également de cette émission, mini-tournée africaine du président indien, Shri Pranab Mukherjee, arrivé en Côte d'Ivoire ce mardi. Il est aussi attendu au Ghana et en Namibie. Et puis ouverture ce 14 juin du 6e sommet ordinaire de la Conférence internationale des chefs d'État des Grands Lacs. La stabilité politique et sécuritaire sont au cœur des échanges. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Notre invité tout d'abord est assistant de production. Il s'agit de Boubacar Danzourmani. Bienvenue. Merci. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous ce soir. Merci Amira, c'est un plaisir de vous retrouver. Et puis bonsoir à toutes et à tous. Et Malik Hacher, Malik, ravi de vous accueillir. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président indien Shri Pranab Mukherjee est arrivé ce mardi 14 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il effectuera une visite officielle de 48 heures sur l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Après la Côte d'Ivoire, le président indien se rendra au Ghana et en Namibie. En marge de cette visite, un forum économique ivoiro-indien se tiendra. Ce sera ce mercredi 15 juin. C'est un sujet qui nous a été préparé par Ibrahima Dioumaba. Visite officielle du président indien Shri Pranab Mukherjee mardi 14 juin en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a invité son homologue indien à visiter son pays. L'occasion sera mise à contribution pour renforcer la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, notamment avec la tenue mercredi 15 juin d'un forum économique ivoiro-indien dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Il y a une coopération institutionnelle entre les États. Les choses vont être renforcées au niveau des opérateurs économiques avec le forum économique entre l'Inde et la Côte d'Ivoire qui a lieu et avec les entreprises qui sera clôturé par le président indien. Et ces échanges vont se renforcer et la balance commerciale va augmenter en volume. Le président indien continuera son périple africain en allant au Ghana et en Namibie. Sa tournée s'inscrit dans la continuité du sommet Inde-Afrique tenu à New Delhi en 2015. Certains observateurs estiment que l'Inde peut offrir des opportunités commerciales et économiques aux pays africains. L'Inde a une importante expérience à partager au niveau économique, au niveau commercial, au niveau culturel, avec Bollywood, le cinéma. Mais en termes informatiques, en termes d'éducation, en termes de formation aussi, l'Inde est un pays qui a des atouts dont l'Afrique pourrait profiter. Le forum économique ivoiro-indien est organisé par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'Inde intervient dans plusieurs secteurs comme l'énergie, les mines et les TIC. Le parc technologique Mahatma Gandhi de Grand Bassam a été financé par l'Inde. Le volume d'échange bilatéral était estimé à 800 millions de dollars en 2015. Daouda, les enjeux de cette mini-tournée africaine sont multiples. Bien évidemment, ils sont autant économiques que politiques. Oui, autant économique que politique, on le sait, l'Inde maintenant va vers l'Afrique pour principalement développer son économie. L'économie allant forcément de pair avec la politique, bien entendu, je pense que cette coopération politique est importante. En octobre dernier, il y avait le sommet Inde-Afrique et là-dessus, dans le document qui avait été publié, effectivement, la coopération avait été définie pour les années à venir. Et donc, je pense qu'à ce titre-là, l'Inde est aujourd'hui à la recherche à la fois de matières premières et aussi de marchés pour ses entreprises. Et elle se tourne vers l'Afrique, puisque aujourd'hui, c'était pas le partenaire de base, bien entendu, mais face à la concurrence concernant la ruée vers l'Afrique, je pense que l'Inde cherche à se positionner, et ce qui est tout à fait normal. Là, on a une visite en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Namibie. Je pense que le choix n'est pas fortuit, c'est des pays quand même qui sont stables, et puis c'est des pays aussi qui se développent. La Côte d'Ivoire est en train de booster véritablement son économie, et je pense que c'est là où il faut être, et le président indien l'a très bien compris. Voilà. Et Malik, on aurait un tort de croire que le partenariat avec l'Inde se calque sur le partenariat qui existe déjà entre le continent africain et la Chine.
Effectivement, et d'où la volonté de l'Inde de faire différemment, parce que la Chine a été souvent critiquée dans ses rapports avec l'Afrique et des rapports de force qui étaient plutôt en sa faveur. Donc l'Inde essaye de mettre un peu plus d'éthique dans ses partenariats avec l'Afrique, d'où cette volonté d'impulser des partenariats, notamment dans la santé, parce que l'Inde est une référence dans le domaine de la santé, comme on le sait, la santé à distance, et ça peut intéresser les pays africains. Oui, il y a cette volonté, je dirais, de se placer davantage, parce que l'Inde a pris du retard par rapport à la Chine et même par rapport au Japon qui s'intéresse davantage aussi à l'Afrique. Mais oui, il y a toujours un partenariat, il y a toujours un intéressement derrière. L'Inde essaye aussi d'avoir des matières premières, de se procurer des matières premières à bon marché et bien sûr, par exemple, pourquoi pas ces entreprises qui sont florissantes dans le domaine des télécoms, investir dans le marché africain qui est très florissant dans ce domaine. Donc il y a cette volonté de l'Inde de mettre de l'éthique pour avoir beaucoup plus de marché, pour revenir en force, je dirais même arriver en force parce qu'elle ne s'est jamais véritablement implantée dans le continent africain. Mais effectivement, les pays choisis sont, comme l'a dit Daouda, ne sont pas étonnants parce que l'Afrique de l'Ouest est une sous-région qui est dynamique sur le plan économique. Daouda, on n'a jamais parlé, en tout cas pratiquement pas parlé d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, ce partenariat avec l'Inde est un peu là également pour rééquilibrer les rapports ? Bon, ce partenariat, il passe à travers des investissements sur le continent, il va passer à travers des milliers de bourses qui sont offertes par le gouvernement indien aux jeunes étudiants africains. Il va également passer cette coopération par différents canaux, dont des prêts qui sont des prêts concessionnels, c'est-à-dire des prêts avec des avantages. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même intéressant pour l'Afrique. Maintenant, est-ce que ce partenariat sera plus gagnant que le partenariat Chine-Afrique? Bon, l'avenir nous le dira. Pour moi, c'est un peu trop tôt. Mais quand on voit le cadrage de cette coopération, il me semble que ça va plus dans un sens, c'est-à-dire de l'Inde vers l'Afrique que l'inverse. Moi, je rêve aussi qu'on en arrive à ce que des entreprises africaines puissent aussi investir en Inde et avoir des ouvertures économiques, ce qui peut permettre de redéployer un certain nombre de recettes pour renforcer le produit national brut des pays africains. Monsieur Danzourmani ? Moi, je pense que c'est une coopération qu'on peut féliciter parce que on peut le dire, des coopérations sud-sud. Parce que c'est des pays qui ont la même ou qui ont vécu les mêmes vécus que les pays africains. Donc c'est mieux qu'on va vers cette coopération que vraiment de dire que bon, on a besoin de coopération aussi avec le Nord qui est plus fort, mais peut-être si on se met avec des pays qui sont plus ou moins au même niveau que nous, je pense qu'on sera gagnant-gagnant aussi. Parce qu'ils peuvent nous apporter aussi des choses que nous, on a besoin pour l'instant. Et le 6e sommet ordinaire de la conférence internationale des chefs d'État des Grands Lacs qui s'est ouverte ce 14 juin à Luanda porte essentiellement sur la sécurité des pays de la sous-région puisque, rappelons-le, malheureusement, beaucoup d'entre eux sont en proie à des instabilités politico-militaires. C'est un sujet qui nous a été préparé par Edlette Mirabel-Bissou. À l'heure où l'Afrique est frappée par le terrorisme et l'instabilité politique dans certains pays, les chefs d'État de la région des Grands Lacs sont en conclave depuis ce mardi 14 juin 2016 à Luanda, en Angola. L'objectif du 6e sommet de cette région est d'échanger sur les enjeux sécuritaires pour assurer la stabilité face à la crise politico-militaire grandissante. L'Afrique en général et plus particulièrement l'Afrique centrale est considérée comme une zone de tension forte et récurrente. Il y a donc cet aspect de criminalité transfrontalière, cet aspect de sécurisation également de certaines zones, dont des zones minières, parce qu'on se rend compte que dans certains pays, ce sont les zones minières qui sont beaucoup plus affectées par ces différentes crises militaires-là. Les chefs d'État envisagent d'accélérer la mise en œuvre des accords signés dans les précédentes rencontres afin de matérialiser les attentes. L'instabilité sécuritaire dans la région des Grands Lacs interpelle les instances politiques, les forces de sécurité et de défense sur l'urgence de renforcer davantage la coopération. Il faudrait que les chefs d'État puissent se prononcer, arrêter des stratégies en vue de pouvoir assurer vraiment une véritable gouvernance sécuritaire. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux dont l'enjeu géostratégique, il y a aussi l'enjeu géopolitique
Également, il faut voir pourquoi il y a cette détérioration de la sécurité. C'est parce que beaucoup plus de jeunes sans emploi sont mobilisés dans diverses forces paramilitaires ou informelles. 12 pays répondent présents à cette rencontre sur les défis sécuritaires de la région des Grands Lacs. Au menu des discussions, la situation sécuritaire au Burundi, en RDC, en Centrafrique et au Soudan du Sud. Plusieurs questions sont également évoquées, notamment l'examen des dossiers de candidature au poste de secrétaire exécutif de l'organisation. Les chefs d'État souhaitent, au sortir de cette rencontre de Luanda, accélérer l'action sécuritaire de la région des Grands Lacs et assurer la stabilité des populations. Malik, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs regroupe une douzaine de pays, parmi eux de nombreux pays en crise, dont le Burundi, la Centrafrique ou encore le Sud-Soudan, pour ne citer que. On peut clairement dire que les enjeux de ce grand rendez-vous sont nombreux aujourd'hui. Ils sont nombreux. Est-ce que les pays seront à la hauteur des défis qui les attendent, et notamment sur le domaine sécuritaire? Nous le saurons, mais j'ai un peu de doute concernant par exemple la situation au Burundi. Quand on voit que l'Union africaine n'a pas réussi justement à s'infiltrer, je dirais entre guillemets, à s'ingérer dans le sujet, j'ai bien peur que la situation par exemple sécuritaire au Burundi va être laissée de côté, parce que c'est comme ça, c'est les enjeux géopolitiques. Certains chefs d'État ont l'appui d'autres chefs d'État et parfois ils peuvent, je dirais, continuer librement à exercer leur mandat. Et là, pour le cas de Pierre Nkurunziza, c'est le cas. Effectivement, c'est dommage qu'il y ait ces problèmes de souveraineté, ces problèmes, je dirais, de connivence sur certains points. Il faudrait davantage que l'Union africaine soit une structure qui dépasse justement ces organisations régionales et qui ait ce droit-là d'intervenir. Je n'aime pas le droit d'ingérence, mais sur certains sujets... L'Union africaine est une plus grande marge de manœuvre, en tout cas. À mon avis, à mon sens, et oui, et justement sur le plan aussi de l'autorité, que son autorité soit respectée par l'ensemble des pays, et notamment de cette région qui souffre de multiples conflits. Clairement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, effectivement. Et donc, j'ai l'impression que cette organisation sous-régionale va, je dirais, cautionner certaines dérives, certains problèmes et ne pas les résoudre forcément. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut une structure comme l'Union africaine qui ait plus de poids et que ces directives aient plus de poids au sein des pays de cette région. Parce que cette région, malheureusement, souffre de divers conflits et les populations souffrent toujours. Oui, Daouda, Burundi, Centrafrique, RDC, Sud-Soudan, clairement on peut dire que cette région est particulièrement instable. Oui, la région des Grands Lacs, et ça date pas d'aujourd'hui évidemment, et beaucoup de médiations ont eu lieu dans un certain nombre de pays, bon le Burundi comme l'a rappelé Malik, mais aussi là il y a une nouvelle donne aujourd'hui, le terrorisme, parce que bon dans cette région aussi est quand même menacée, parce que bon le Nigeria n'est pas loin, on a la frontière avec le Cameroun, etc. Donc je pense que c'est une nouvelle donne qu'il va falloir prendre en compte et y apporter des réponses efficaces. Pour l'instant, toutes les forces qui ont été mises en place ne sont pas opérationnelles forcément, forces mixtes multinationales par exemple. Et je pense que effectivement l'Union africaine peut avoir un rôle majeur à jouer à ce niveau-là, mais je pense également que les régions dans leur ensemble chaque ensemble doit s'organiser pour d'abord apporter des réponses dans un premier niveau, et s'ils n'y arrivent pas, à la limite, l'Union africaine peut faire quelque chose. Et j'en doute d'ailleurs, puisqu'on sait que l'Union africaine n'a pas forcément toutes les clés en main. Dans son organisation même, ne peut pas forcer les États dans quoi que ce soit. Donc ça pose souvent un problème. Maintenant, je pense que c'est une région qui est riche, c'est une région qui est... paradoxalement sujette à des troubles politiques. Donc il est temps quand même que les grands dirigeants et que ceux qui peuvent prendre le leadership au sein même de cet ensemble des Grands Lacs puissent le faire, et surtout se doter de dispositifs adaptés sur le plan réglementaire, juridique, pour contraindre un certain nombre d'États à garantir la paix pour leur population. Ça me semble essentiel, parce que même cette nouvelle donne liée au terrorisme dépendra de la paix des populations, c'est-à-dire l'amélioration de leurs conditions de vie.
Oui, parce que Malik, il est un peu naturel de se poser cette question. Quelle est l'utilité de cet organisme sous-régional? Quand on voit dans la charte originelle les défis et les points, les programmes principaux de cette conférence, c'était paix et sécurité, démocratie et bonne gouvernance, ou encore développement économique et intégration régionale. On est encore très très loin. Effectivement, et je pense qu'on peut mettre des chartes comme ça, les officialiser, et finalement on voit que rien n'a été respecté. Quand on voit la situation qui a prévalu en Centrafrique, nous avons vu que finalement les États de la région n'ont pas pu faire grand-chose. Effectivement, que faire? Est-ce que chaque chef d'État doit signer chaque année une charte de bonne conduite? Je ne pense pas que ça changerait beaucoup de choses. Donc on peut avoir des idéaux, on peut mettre en exergue des valeurs que chaque chef d'État doit s'assigner, mais je pense qu'il y a tellement ce problème encore, et c'est un principe que je répète souvent ici, mais c'est malheureusement le cas. Ce principe de souveraineté, il est tellement important qu'il empêche toute évolution positive dans ce domaine-là, notamment sécuritaire. Quand on voit que certains chefs d'État s'entêtent à rester justement à la présidence de certains États, et qu'on voit un mouvement populaire de mécontentement, on ne peut que s'indigner d'une telle conduite politique. Très difficile. Et comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus opaque, c'est beaucoup plus sous-entendu. Il y a des connivences, il y a certaines parties qui ne sont pas pour un certain changement dans certains États. Donc c'est assez compliqué. Monsieur Danzourmani, une petite réaction très rapide? Oui, je peux dire qu'en Afrique, comme d'habitude, toujours on fait des réunions, mais ça n'aboutit pas à grand-chose. Mais on espère que cette réunion puisse sortir quelque chose quand même. Parce qu'on a besoin de la paix, on n'a pas besoin vraiment de la guerre tout le temps et de la misère en Afrique. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. Romain, tout de suite.